Bonjour tout le monde. Je vais juste mettre ceci. Pour les diapos, je ne suis pas trop familière avec... OK, c'est comme ça? Juste pour changer les... Ah oui, parfait. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci Jean-Pascal pour la présentation. Je travaille en Nouvelle-Écosse, comme Jean-Pascal a mentionné, mais je suis québécoise. Je suis née au Québec et j'ai commencé ma carrière au Québec, puis mon cœur est encore beaucoup au Québec. Avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur des thématiques qui me passionnent, c'est vraiment une grande opportunité. Alors, j'espère que la présentation qui suit saura susciter votre intérêt, mais je suis bien heureuse d'être là aujourd'hui. Alors, on va avancer ici. Ça a été présenté, donc bien rapidement parce qu'on a une limite de temps très précise aujourd'hui. Problématique, cadre de référence, je l'ai là, alors je vais pouvoir au moins bouger devant le micro. On va regarder ensemble donc la problématique de l'étude, cadre de référence, rapidement les questions de recherche qui ont découlé de réflexion, la méthode, bien rapidement, ce n'est pas le cœur de la présentation, les résultats qui ont été obtenus et en mettant un peu plus l'emphase sur conclusion et retombées pratiques. Ça vous va? Donc, l'étude que je vais vous présenter, elle s'insère dans le paradigme de l'inclusion scolaire. J'ai été psychologue scolaire pendant plusieurs années. Le monde des milieux éducatifs, c'est mon monde, c'est ce qui me passionne vraiment. Et j'ai apporté ces passions-là dans la recherche. Donc, l'étude vise à favoriser l'adaptation comportementale des élèves qui présentent des difficultés de comportement. On sait que l'inclusion scolaire, c'est quoi? Hein? Au Canada, on en parle beaucoup, c'est d'aller à la rencontre de chaque élève, valoriser leur unicité, reconnaître leur unicité, mais aussi la valoriser. Pardon. On sait aussi, de par la littérature, que les élèves qui présentent des défis de comportement, c'est un enjeu pour l'inclusion scolaire. Cette clientèle-là d'élèves représente un enjeu, d'où l'importance de la prévention, d'où l'importance d'agir en prévention pour ces élèves-là pour faire en sorte de maximiser les chances d'inclusion scolaire et de succès pour ces élèves. Donc, c'est vraiment dans un paradigme d'inclusion. Je vous rassure, je sais que ce n'est pas tout le monde qui vient des milieux éducatifs scolaires, mais je pense que les résultats peuvent être intéressants, du moins je le souhaite pour d'autres milieux également. Alors, ce n'est pas seulement pour les modèles scolaires. Donc, pour ce qui est des cadres de référence, il y a un cadre de référence, moi, qui m'inspire beaucoup, qui est très simple, mais à la fois très puissant, je trouve. Il s'appelle le modèle du Goodness of Fit de Thomas Chess. Et ce qui nous dit, ce modèle-là, c'est que la qualité de l'adaptation de l'enfant relève du degré d'adéquation entre qui il est et les exigences du milieu dans lequel il évolue. Donc, que ce soit l'école, la maison, peu importe le milieu dans lequel vous travaillez. Donc, en anglais, on dit le fit, le degré de fit ou d'adéquation qu'il y a entre l'enfant et le milieu dans lequel il évolue. Si l'adéquation est élevée, les chances de développement où la qualité de l'adaptation sera favorisée, exactement comme un poisson dans l'eau. Hein, c'est une image vraiment banale, mais en même temps qui parle. Un poisson qui nage toute la journée, le fit est parfait entre qui il est, son milieu. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la santé mentale des poissons, mais à mon avis, tout va bien de ce côté-là. Donc, à l'inverse, si on enlève le poisson de l'eau, bien, vous voyez comme moi que les risques, l'adéquation est beaucoup moins grande et là, on augmente les risques de difficultés d'adaptation. Donc, c'est un cadre théorique, qui est, oui, théorique, mais en même temps qui donne beaucoup de pouvoir aux personnes adultes, aux ressources du milieu. Un autre cadre qui est aussi intéressant que je vous présente vraiment brièvement ce matin pour bien situer l'étude, et je vois des gens qui font un signe de tête. Alors, le modèle de Bronfenbrenner que tout le monde connaît assez bien, ou en tout cas, j'imagine que plusieurs personnes le connaissaient au moins de nom, qui permet d'avoir une vision globale de l'enfant à l'intérieur de différents systèmes. Donc, l'étude que je vous propose aujourd'hui, évidemment, on s'intéresse au tempérament. C'est un élément de l'ontosystème, donc de l'élève, qui il est l'enfant, qui il est lui-même. Donc, dans le cadre de l'étude, on voulait vraiment s'intéresser aux différences individuelles. Donc, la photo ici cherche à bien vous démontrer les différences individuelles au niveau du tempérament. C'est qu'on va se parler de ça tout au long de la matinée ensemble. Quand on a commencé l'étude, en fait, avec la professeure Caroline Fitzpatrick, qui est avec nous aujourd'hui en Nouvelle-Écosse, c'est Caroline qui dirigeait l'étude.
Un peu comme on vous a présenté ce matin, on était toutes prêtes à recueillir nos données, tout excitées. Beaucoup de travail avait été mis en place. Et il y a un élément de l'ontosystème qui est arrivé de l'enfant, et vous pourrez deviner tout le monde, c'est la pandémie, parce qu'on commençait la cueillette de nos données en 2020, au printemps 2020. Alors, ça nous a donné, oui, des irritants et nous a déstabilisés un peu, mais en même temps, ça a donné l'opportunité d'étudier le tempérament de l'enfant dans un environnement qui était complètement intéressant, nouveau. Donc, on a saisi cette chance-là. Je vais vous en dire un peu plus tard. Pourquoi le tempérament? Pourquoi s'intéresser au tempérament brièvement? Parce que je pourrais m'étendre là-dessus longtemps et mes collègues aussi. Premièrement, pour moi, parce que le tempérament, c'est un marqueur de diversité invisible. Avec l'inclusion scolaire, on parle beaucoup de diversité, valoriser la diversité ethnoculturelle, la diversité corporelle, langagière. Ce sont des marqueurs de diversité qu'on voit, qu'on peut témoigner. Le tempérament, c'est invisible quand on est assis comme ça, tous ensemble dans une salle, mais c'est aussi un marqueur de diversité. On n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. C'est aussi un marqueur, pour moi, d'universalité, parce que lorsqu'on parle de tempérament, on parle de tout le monde. Ça inclut tout le monde, ça inclut pas un groupe ethnique. C'est vraiment chaque personne a son propre tempérament, chaque enfant, chaque adulte, mais ça, c'est un sujet pour une autre discussion. Ici, on va rester focusé sur les enfants. Ça permet le tempérament de s'éloigner de l'approche médicale. Avec l'inclusion scolaire, si vous êtes à l'aise avec le paradigme, on cherche à mieux comprendre l'enfant, qui il est, avant de chercher à lui attribuer des diagnostics. Je ne suis pas contre les diagnostics, j'ai été psychologue scolaire, c'est utile, ça sert, mais avant d'arriver à considérer des diagnostics, de comprendre l'enfant comme il est, c'est vraiment une approche qui est vraiment en lignée avec l'approche de l'inclusion scolaire. Pourquoi le tempérament? Parce qu'il y a beaucoup d'études très robustes qui démontrent qu'il est lié, qu'il est un prédicteur de la réussite éducative, autant au niveau académique, mais encore plus au niveau de l'adaptation comportementale. Donc, c'est un puissant déterminant de la qualité de l'adaptation. Le tempérament est souvent percevable dans des situations qui sont source de stress. Aujourd'hui, vous pouvez voir mon tempérament. Je suis un peu timide de nature. Alors, lorsqu'on est en situation de stress, le tempérament ressort. À l'école, il y a beaucoup de situations de stress pour les enfants. Donc, le tempérament a l'occasion de ressortir souvent. Et est biologiquement déterminé, mais demeure sous l'influence de l'environnement. Donc, le tempérament est génétique en grande part, relativement stable, mais demeure encore sous l'influence de l'environnement, donc est une cible d'intervention qui est, à mon avis, vraiment intéressante. Donc, avec tout ça, de mes expériences personnelles, le tempérament demeure encore pourtant méconnu dans les milieux, dans les écoles, dans d'autres milieux professionnels. Vous pourrez m'en dire plus si jamais je fais erreur, mais je pense que c'est encore un construit qui est méconnu par les professionnels. Plus précisément, j'aimerais prendre le temps de vous présenter le modèle de Rothbard, qui est le modèle qu'on utilisait dans l'étude. Pardon. C'est aussi le modèle le plus reconnu, le plus influent dans la littérature actuellement sur le tempérament, au moins à l'enfance, à la petite enfance et à l'enfance. Et je vais prendre le temps parce que Marie-André, qui va suivre, s'inspire du même modèle, alors ça va vous aider à comprendre les deux prochaines présentations, donc c'est utile de bien écouter ici. Donc, le modèle de Rothbard, ce qu'elle nous propose, c'est d'opérationnaliser le tempérament en 3 grands facteurs que vous voyez à l'écran. Et sous les facteurs, vous avez des exemples de traits tempéramentaux qui appartiennent à ce facteur ou qui décrivent ce facteur. Donc, le premier, je vais aller assez rapidement parce qu'on manque de temps, mais affectivité négative, donc c'est la quantité d'émotions négatives que présente un enfant. Puis pendant que je vous présente ça, je vous invite à penser à des enfants, à vos enfants ou à des enfants que vous côtoyez, et vous allez voir des images. Donc, les enfants qui ont beaucoup de colère ou moins de colère, parce que le tempérament, c'est un continuum, c'est pas avoir ou ne pas avoir, c'est des degrés variables. Donc, il y a des enfants qui ont plus de colère que d'autres. Ça, on est comme ça. Il y a des enfants que si un enfant s'il tombe par terre puis il se fait une écorchure sur le genou, il va se relever, regarder un parent puis se consoler immédiatement. Il y a d'autres enfants, pour la même blessure, ça va prendre une éternité à les consoler. Donc, ça relève du facteur d'affectivité négative. L'autre facteur que vous voyez, le deuxième, c'est l'extraversion. Donc, encore une fois, je suis certaine que vous avez des enfants en tête, les enfants qui sont énergiques, des petites boules d'énergie, de joie. Donc, ici, on parle de la quantité, pas la quantité, mais du niveau d'émotion positive d'un enfant.
Le dernier, qui est le facteur... Alors, pardon, avant, si on met ces deux facteurs-là ensemble, c'est le niveau de réactivité de l'enfant, comment l'enfant est réactif à son environnement. Le troisième, c'est le facteur régulation volontaire. Vous le connaissez, on en entend beaucoup parler, l'autorégulation des enfants. Donc, c'est la capacité à venir moduler la réactivité. Donc, l'enfant qui est capable de s'ajuster d'un environnement à l'autre pour moduler son niveau de réactivité. Donc, voilà pour le modèle, ça va vous aider à comprendre les résultats. Donc, si je m'amuse, si on avait plus de temps, on pourrait s'amuser longtemps, mais là, rapidement, lequel, sur l'image, vous pensez qu'il y a un faible taux d'extraversion? Dans un spectacle de danse, le stress est au maximum, le tempérament ressort, on vient de le voir ensemble. Alors, le jeune garçon, lui, il a juste hâte que ça finisse. Donc, on pourrait gager que son niveau d'extraversion est faible, donc un enfant timide. Ça a amené deux questions de recherche. Pour moi, c'était vraiment intéressant d'aller voir c'est quoi les profils de tempérament chez les enfants qui ont vécu le contexte de la pandémie, en lien avec le modèle de Bronfenbrenner. Est-ce qu'on peut décrire, en fait, est-ce qu'on peut d'abord identifier des profils et si oui, est-ce qu'on peut les décrire? La deuxième, c'était de voir est-ce que ces profils-là sont déterminants dans le développement de l'enfant? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut voir qu'ils déterminent le développement? Donc, c'était les deux questions de recherche. Rapidement, les données sont issues de l'étude de la Nova Scotia Media Use Study. Donc, la Caroline Fitzpatrick, qui est avec nous aujourd'hui, a commencé l'étude en Nouvelle-Écosse en 2020. C'est une étude que j'ai beaucoup de plaisir à vous dire qui est toujours encore en cours. On recueille encore des données auprès des familles et les familles ont été recrutées partout en Nouvelle-Écosse. Rapidement, vous savez déjà, le tempérament a été mesuré en 2020 au printemps, donc il y a vraiment une couleur pandémique, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Il y avait 316 enfants qui ont participé à l'étude avec une moyenne d'âge de 3,46 ans, donc au préscolaire, des jeunes enfants. Temps 2, on a mesuré le développement de l'enfant avec 234 enfants. Un an plus tard, donc en 2021. Les mesures, c'était directement les mesures du modèle de Rothbard. Donc, je vous ai mis les dimensions qu'on a utilisées pour mesurer le tempérament de l'enfant. Je vais passer vite là-dessus. Et au niveau du développement, vous avez aussi les indicateurs de développement qu'on a mesurés un an plus tard. Donc, communication, motricité globale, motricité fine, résolution de problèmes. Et aptitudes sociales et personnelles. Je précise qu'ici, c'est vraiment par questionnaire que les données ont été prises. Donc, c'est la perception des parents de ces mesures-là. Donc, voilà les résultats. Je vais vite, mes excuses, mais je sais que le temps passe. Alors, on a été en mesure d'identifier 4 profils suite à des analyses statistiques sophistiquées que je vous épargne aujourd'hui, mais il y a 4 profils qui sont ressortis de les presque 300 enfants. Donc, il y a des enfants qui appartenaient plus à un profil que je vais décrire aujourd'hui, timide et inquiet. Il y a d'autres enfants qui appartenaient plus au profil énergique et attentif, colérique et inattentif, et le dernier profil, calme et persévérant. Et là où j'aurai besoin de votre rétroaction, si ça vous tente dans la période d'échange, c'est les pourcentages, c'est les proportions. Donc, on a vraiment été surpris de voir que 41,5 % des enfants appartenaient au profil timide et inquiet. 29,1 énergique et attentif, 16,1 colérique et inattentif et 13,3 pour les élèves calmes et persévérants. Donc, la deuxième, je vais passer vite là-dessus, c'est le détail des profils. On pourra y revenir si nécessaire, si on a le temps. La deuxième question, c'était de voir est-ce que les profils, est-ce qu'il y a certains enfants de ces profils, est-ce que ça influence le développement? Donc, on peut voir que oui, il y avait des différences au niveau des moyennes de développement. Vous les voyez à l'écran. C'est intéressant de savoir ça, mais il fallait aller un peu plus loin pour savoir est-ce que ces différences-là sont significatives. Est-ce que vraiment, ce qu'on voit là à l'écran, oui, calme et persévérant, semble avoir meilleure moyenne dans à peu près tout. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est significativement un meilleur développement que les autres profils? Donc, je vais aller rapidement là-dessus. J'ai analysé les résultats pour vous, puis on va aller de façon plus simple. Au niveau de la communication, les enfants du profil calme et persévérant présentent significativement des meilleures habiletés que tous les autres enfants des autres profils. Motricité globale, les profils ne permettaient pas de distinguer, donc il n'y avait rien de significatif là. Au niveau de la motricité fine, calme et persévérant,
présentaient des meilleures habiletés que ceux du groupe ou du profil colérique et inattentif. Résolution de problèmes, même constat. Calme persévérant, différence significative avec les élèves colériques et inattentifs. Au niveau social et émotionnel, calme et persévérant présentaient un meilleur développement que ceux du groupe timide et inquiet, s'il n'y a pas trop de surprises là. Donc, pour résumer, les grands gagnants, si on peut s'exprimer ainsi, juste pour vulgariser le tout, les élèves calmes et persévérants semblent présenter un meilleur développement, donc susceptibles d'avoir peut-être une meilleure adéquation avec le milieu scolaire qui s'en vient pour eux. Le groupe colérique et inattentif, sans surprise, semble moins en bonne position au niveau de leur développement. Il faut se rappeler, par exemple, que les enfants calmes qui semblent avantagés représentent 13 % de l'échantillon seulement. C'est très peu. Donc, le constat inverse, c'est qu'il y a 57,6 % des enfants d'échantillon sont issus de profils qui sont un peu moins favorisés au niveau du développement. Donc, on peut suspecter qu'il y aura peut-être une moins bonne adéquation avec le milieu scolaire, des plus grands risques de difficultés au niveau de l'adaptation. Les enfants timides et inquiets représentent la plus grande proportion du groupe de l'étude. Donc, je ne crois pas que l'école a été développée pour des enfants timides et inquiets. Donc, c'est un constat qu'il faut garder en tête. Rapidement, je termine là-dessus, c'est que je pense que de ces retombées-là, il faut faire connaître le tempérament dans les milieux. Je ne connaissais pas le tempérament avant mes études doctorales. J'étais psychologue scolaire. J'aurais aimé comprendre le tempérament. Donc, je veux en parler avec vous. Je veux faire connaître cette dimension-là et son importance dans la réussite éducative. Il faut aussi ajuster les variables, ajuster les attentes, des milieux en lien avec le tempérament des enfants, mais je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que la présentation de professeur Jean-Pascal Lemelin va venir ajouter beaucoup d'informations là-dessus. Donc, c'est terminé. Je remercie la professeure Caroline Fitzpatrick, les familles participantes de l'étude et nos partenaires dans cette étude-là. Et surtout, merci de votre écoute. Oui, bonjour tout le monde, bon matin. Donc aujourd'hui, pour poursuivre pour le thème du symposium sur le tempérament, je vais aborder un petit peu la question de la gestion parentale des écrans en lien avec certaines caractéristiques du tempérament chez les enfants d'âge préscolaire. Alors, on sait que le paysage numérique dans lequel les enfants grandissent, évolue aujourd'hui, s'est beaucoup transformé, continue de se transformer, entre autres en ce qui a trait à la quantité d'appareils, la quantité de contenu, d'applications qui est disponible, mais aussi à la portabilité des appareils qui sont accessibles un petit peu partout et tout le temps. Alors, on peut penser que ça rend la gestion des écrans pas évidente du tout pour les parents. Et est arrivée ensuite la pandémie de COVID-19 qui a amené évidemment des perturbations dans les routines, les habitudes, notamment dans la gestion des écrans. Donc, on a déjà eu une très belle introduction du tempérament. Je ne m'attarderai pas trop aux définitions. Je pense qu'Elisabeth m'a permis de ne pas avoir besoin de trop justifier l'importance de s'y intéresser. Donc, on a vu que c'est des bases qui continuent de se développer pendant la petite enfance et qui va être déterminant pour, comme on a vu, le développement global, l'adaptation sociale et comportementale des enfants et leur succès académique. Je reviens rapidement sur les 3 facteurs principaux du tempérament selon le modèle de Rothbard. Donc, on a l'autorégulation en premier. Là, je pense qu'Elisabeth faisait référence au contrôle volontaire, donc vous devrez faire preuve d'un petit peu de flexibilité cognitive. L'extraversion et l'affectivité négative, avec chaque facteur qui vient avec plusieurs dimensions. Dans le cadre de notre étude, on va s'intéresser plus particulièrement à la dimension de colère et frustration et au facteur principal d'autorégulation, puisqu'on pense que c'est des aspects du tempérament qui pourraient être liés à différentes manières de gérer les écrans à la maison. Pourquoi? Alors, malgré la prédominance génétique du développement du tempérament, le tempérament continue d'évoluer en interaction avec l'environnement. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement aujourd'hui? Beaucoup d'écrans. Donc, les enfants interagissent avec les écrans quotidiennement, tous les jours, pour différentes raisons, à différentes quantités. Alors, c'est possible que la manière dont les parents permettent aux enfants d'utiliser les écrans
ça ait une influence sur leur tempérament. On a d'ailleurs des études qui soulignent que quand les enfants ont des tempéraments plus exigeants, les parents pourraient avoir tendance à davantage exposer leur enfant aux écrans. Ce qui nous amène à nous poser la question, est-ce que la gestion parentale des écrans peut influencer les caractéristiques tempéramentales des enfants? Mais aussi la question inverse, donc la question de l'œuf ou la poule, encore une fois. Est-ce que les caractéristiques tempéramentales pourraient influencer la manière dont les parents permettent la gestion des écrans à la maison, puisque, comme je le mentionnais, certaines caractéristiques, un tempérament plus exigeant, pourraient amener différentes façons de gérer les écrans. Donc, mes résultats proviennent du même échantillon qui a été présenté par Elisabeth, donc une étude de cohorte menée en Nouvelle-Écosse dans le contexte pandémique. Alors, les parents ont rempli des questionnaires en ligne à 2 temps de mesure, donc en premier en 2020 alors que l'enfant avait 3 ans et demi, et ensuite 1 an plus tard en 2021 alors que les enfants avaient 4 ans et demi. Pour mesurer les différences individuelles sur le plan de l'autorégulation et de la propension à exprimer de la colère, on s'est servi du Child Behavior Questionnaire. Alors, en premier, l'autorégulation qui réfère au processus attentionnel, comme la concentration, la flexibilité de l'attention, qui vont permettre une régulation volontaire des émotions, des comportements. Alors, un exemple d'item qui a été demandé aux parents dans le questionnaire, votre enfant est capable d'attendre avant de s'engager dans une nouvelle activité si demandé. Et ensuite, on s'est intéressé à la dimension de colère-frustration qui fait partie du facteur d'affectivité négative. Donc, qui va refléter plus la durée, l'intensité des réactions de colère face à un événement dans l'environnement. Alors, un exemple d'item serait « Votre enfant se met en colère quand c'est l'heure d'aller se coucher ». Et on a mesuré ces 2 aspects du tempérament à nos 2 temps de mesure, donc en premier à 3 ans et demi et à nouveau 1 an plus tard à 4 ans et demi. Pour la gestion parentale des écrans, on a aussi regardé deux aspects. Alors, premièrement, bien simplement la quantité, donc le temps pendant lequel les enfants sont exposés aux écrans. Alors, on a demandé aux parents en moyenne combien de temps votre enfant utilise-t-il la télévision. On a aussi regardé pour les appareils plus nouveaux, les appareils mobiles, pour créer un temps global d'écran quotidien. On s'est aussi intéressé à une fonction particulière des écrans, donc plus spécifiquement si les parents avaient tendance à se servir des écrans pour calmer leur enfant, par exemple, quand il y a une réaction de colère, par exemple. Alors, on leur a demandé à quelle fréquence utilisez-vous les écrans pour calmer votre enfant. Et on a mesuré aussi ces 2 aspects-là à nos 2 temps de mesure. Pour les résultats, au niveau descriptif, on a observé un temps d'écran moyen d'à peu près 3h30 dans l'échantillon. Wow, ça fait réagir. À 3h30, oui, donc initialement 3h30. C'est sûr que c'est des temps d'écran de pandémie. Et on avait la majorité des enfants qui étaient exposés à plus de 2 heures par jour aux écrans. Pour ce qui est de l'utilisation des écrans pour calmer l'enfant, plus spécifiquement, on avait à peu près 40% des parents qui rapportaient cette pratique-là au moins une fois par semaine avec leur enfant. Pour nos analyses, on s'est servi de modèles croisés pour tester les 2 directions d'association. Alors, premièrement, l'influence, la contribution de la gestion parentale des écrans à 3 ans et demi sur les caractéristiques tempéramentales à 4 ans et demi, et à l'inverse, l'influence des caractéristiques tempéramentales à la base, initialement, sur la manière de gérer les écrans 1 an plus tard. Alors, je commence avec l'influence, la contribution de la gestion parentale des écrans. Alors, les enfants qui avaient plus de temps d'écran à 3 ans et demi présentaient de moins bonnes habiletés d'autorégulation 1 an plus tard, à 4 ans et demi, et présentaient également plus de colère-frustration à 4 ans et demi. Et les parents qui avaient plus tendance à utiliser les écrans pour calmer leur enfant, de manière un petit peu similaire, les enfants présentaient de moins bonnes habiletés d'autorégulation et plus d'expression de colère et de frustration. Maintenant, pour l'association inverse, donc l'influence des caractéristiques tempéramentales, le niveau d'autorégulation ne contribuait pas dans nos analyses à la quantité de temps d'écran ou au fait d'utiliser les écrans pour calmer l'enfant.
La colère n'était pas associée non plus à la quantité de temps d'écran à laquelle les enfants étaient exposés. Par contre, les enfants qui montraient plus de colère, plus d'expression de colère, bien, quand ils montraient plus de colère, les parents avaient tendance à plus rapporter utiliser les écrans pour les calmer. En quelques points de discussion, bien, il semble que la gestion parentale des écrans, donc en incluant à la fois le temps que les enfants passent devant les écrans et aussi le motif d'utilisation particulier qui est de s'en servir pour calmer les enfants, bien, il semble que ça soit associé à certaines caractéristiques tempéramentales, plus précisément que plus de temps d'écran, le fait de se servir des écrans souvent pour calmer les enfants, ce soit associé à des issues moins favorables au plan du tempérament, donc plus de colère, moins des bonnes habiletés d'autorégulation. Donc, il semble que l'association allait plus dans ce sens-là, mais à l'inverse, on a aussi observé quelque chose de particulier pour la colère. Donc, les enfants qui se montrent plus colériques avec un tempérament plus colérique, ça pourrait amener les parents à utiliser davantage la stratégie de leur donner un écran pour les calmer. Ce qui pourrait amener une sorte de cercle vicieux, là, où un enfant qui à la base montre plus de frustration va être plus exposé aux écrans, ce qui pourrait lui amener davantage de difficultés, d'autorégulation, de colère, ce qui pourrait faire en sorte que les parents ont plus tendance à se servir des écrans par la suite, et ainsi de suite. Donc, on explique ces effets-là en partie par le déplacement du temps. Donc, bien simplement que les enfants qui passent plus de temps devant les écrans ont moins d'occasions pour développer leurs compétences en autorégulation, peut-être particulièrement dans les moments où ils en ont le plus besoin. Par exemple, quand ils vivent des émotions comme la colère. Donc, entre autres, à travers des interactions sociales en temps réel qui vont les soutenir dans le développement de ces compétences-là. C'est possible aussi qu'on observe un effet rebond. Donc, l'écran va être efficace à court terme. Il va répondre à un besoin quand l'enfant va montrer ces réactions de colère-là. Pourrait répondre à un besoin du parent, alléger une partie du stress, mais pourrait après ça entraîner l'effet inverse plus tard et entraîner une sorte de cercle vicieux et éventuellement donner lieu au tant redouté screen time tantrums où l'enfant va montrer une forte réaction de colère quand on lui retire le iPad ou quand on lui retire son émission. Ce qui nous amène à nos recommandations. D'abord, pour les professionnels qui travaillent avec les familles, donc on recommanderait de porter une attention particulière aux enfants qui ont plus de difficultés avec leur gestion de la colère au niveau de leur autorégulation, mais aussi à leurs parents et comment ils vivent ces difficultés-là. Et quel genre de stratégies ils ont tendance à employer pour coper avec ça. Donc, les familles pourraient bénéficier de formations sur les différentes méthodes pour accompagner les enfants à réguler leurs émotions et d'interventions pour les soutenir dans le développement de saines habitudes numériques pour éviter qu'eux-mêmes apprennent à systématiquement s'appuyer, dépendre des écrans pour gérer leurs propres émotions négatives. Donc, une façon de favoriser ça pourrait être d'utiliser un plan numérique familial qui nous permet de déterminer des zones sans écran à la maison, d'établir des règles claires et consistantes par rapport au temps d'écran et de trouver des façons de balancer avec des activités sans les écrans. Ensuite, pour les adultes, donc, qui seraient encouragés à éviter l'utilisation systématique des écrans dans le but de calmer les enfants, de fixer des limites sur la durée puis d'essayer de les appliquer, de discuter des usages des écrans le plus tôt possible pour sensibiliser les enfants aux avantages, mais aussi aux risques qui peuvent être associés à leur utilisation. Et le dernier, mais non le moindre, montrer l'exemple, donc aussi d'éviter nous-mêmes d'utiliser les écrans pour gérer nos propres émotions plus difficiles. Donc, pour terminer, je mentionne l'organisme Pose ton écran qui offre des guides, des trucs pour les professionnels, entre autres pour les intervenants, par rapport à différents phénomènes, l'utilisation la surconnexion et tout ça. Le site web aussi, je pense qu'il y a une application pour naître et grandir. Et on a entendu parler hier du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL, qui offre aussi des ateliers en classe de sensibilisation aux écrans. En terminant, je remercie les participants, les organismes subventionnaires et le GRISE. Merci pour votre attention.